Ok, ben bienvenue à tous et à toutes. Pour rappeler le cadre un peu général du webinaire des DRS, donc c'est une série de rencontres sur cette thématique au sein de l'IMT, donc avec les personnes, des collègues des différentes écoles qui sont impliquées sur la thématique et autour d'un groupe de travail actuellement non limitatif qui vise à produire un livre blanc sur le sujet. Donc, ça permet de faire connaître un petit peu à la fois aux membres du groupe de travail, mais aussi au-delà, les différentes recherches qui se font en rapport avec cette thématique. Donc, aujourd'hui, on accueille Géraldine Guerriot et Jean-Luc Morisseau sur la thématique relations Nord-Sud, numérique et RSE. Et donc, je ne vais vraiment pas être très long, hein, mais Géraldine travaille sur ces questions Nord-Sud depuis sa thèse, qui a eu lieu, qui s'est déroulée notamment au Sénégal, sur les questions de déchets électroniques. Et depuis, elle est devenue coordinatrice du GIS Marsouin, hein. Je lis ce que je vois. Tu compléteras si tu veux. Et puis, Jean-Luc Morisseau est donc professeur à IMT Business School. Et donc, il s'occupe de méthodes de recherche et de gestion. Voilà, sans prendre plus de temps, je vous cède la parole. C'est à vous. Voilà, le micro est activé. Merci Fabrice, merci Jemima, merci à Estelle. Je ne sais pas si elle est arrivée, si elle vient avec nous. Ah, Merci. pardon, Estelle ne vient pas, j'ai oublié de le préciser. C'est pareil, elle m'a refilé le bâton de parole d'introduction au dernier moment, donc, mais elle ne vient pas. Elle a un truc sur les data ou je ne sais pas quoi, donc voilà. On pense à elle, Voilà. mais elle n'est pas là. Voilà, il y a aussi un petit coucou de Sandrine qui est en en soutenance de thèse et qui regrette de ne pas être avec nous. Voilà, donc on va faire bref, on va essayer de tenir le cours pour avoir avoir le temps du débat. On voulait vous parler alors d'une manière de parler de la RSE. J'allais dire, on va parler avec notre cœur, hein, on va parler aussi un peu avec notre tête, mais beaucoup avec notre cœur. C'est un thème qui nous tient à cœur. Mais l'idée, c'est pas de critiquer la RSE en tant que telle. Hein, l'idée, ça va être justement de se demander d'un appel à une RSE qui serait plus ambitieuse, plus audacieuse et plus responsable lorsque ça se passe dans un contexte de relations nord-sud. Et pour cela, alors, j'en profite si j'avais bien défait. Il faut mettre en mode diaporama. Hop là. À partir du début, c'est très bien. Est-ce que les transparents défilent? Oui, On est passé au transparent numéro 2, ce qui est parfait, la table des matières. Bon, je vais faire juste une rapide introduction, puis je vais passer la parole à Géraldine, justement, pour qu'elle nous parle d'un cas, comme Fabrice l'a dit, un cas qui maintenant pourrait paraître ancien, mais qui est désespérément contemporain à notre avis. Et l'option là qu'on va choisir pour cette présentation, c'est de relire, de revoir ce cas au prisme des théories postcoloniales et des théories décoloniales. On fera un petit mot sur cette distinction s'il y a besoin vers la fin. Et pour en tirer quelques implications, quelques enseignements, éventuellement quelques propositions. Donc voilà le programme. Donc je voulais juste rappeler, et là, je vais dire, on va pas rappeler justement que la RSE, c'est quand même quelque chose qui est issu de la philanthropie nord-américaine, donc qui a un passé très spécifique, mais qui tend à s'étendre, j'allais dire, dans le monde entier. Et là, cette prise de parole, en fait, elle prend place dans une réflexion un peu plus générale sur la RSE, où nous posons des questions sur la notion de responsabilité, la responsabilité sociale, et en particulier la tendance de la RSE à se refaire de parler du client, de parler, etc., mais sous forme de ce qu'on appelait des figures sans visage, c'est-à-dire que c'est la figure du client, c'est la figure de l'Africain, quelques traits qui sont dessinés par le récit de la RSE, mais une responsabilité qui n'est pas en face des visages. La principale critique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que souvent la RSE se ferme à son contexte. Et le troisième point, je fais exprès de ne pas rentrer dans les détails parce qu'il faut passer vite. Troisième point, c'est que on privilégie avec la RSE la norme par rapport à la loi, on privilégie l'approche stratégique plutôt qu'une approche plus normative, ou en tout cas plus réflexive. C'est-à-dire qu'au nom de la RSE, la stratégie reste derrière et c'est parfois aussi une bonne stratégie pour ne pas, pour rester dans la soft law, hein, pour ne pas se voir imposer des hard laws sur lesquels on pourrait plus facilement contester. Le problème, à notre avis,
surtout, c'est qu'aujourd'hui, le contexte a énormément changé par rapport à la recherche, on va dire qu'il y a eu une dizaine d'années, en particulier dans les rapports Nord-Sud, qui sont à la fois tendus et qui sont surtout, il y a toutes les approches postcoloniales, décoloniales qui existaient, bien sûr, à l'époque, mais qui ont pris une ampleur, une urgence, et des choses qui pouvaient être dites à une certaine époque ne peuvent plus être dites, j'allais dire, sans passer pour soit dépassées, soit scandaleuses, et vice-versa. Voilà le contexte. Pour revenir sur ce que Fabrice avait raconté, le point de départ était une thèse soutenue par Géraldine Guérillo, ce qui nous intéressait après, une recherche continue à travailler après que les choses soient publiées. Hein, et là, on en a rediscuté régulièrement avec Géraldine. Et là, il commençait à... c'est pas seulement que ça nous travaillait, là c'était le temps de crier, hein, il fallait quelque chose qui était devenu insupportable, il fallait absolument, c'était un besoin de revenir là-dessus avec la force, avec les ressources des théories postcoloniales qu'on a peut-être découvert un peu trop tard, et surtout parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a un nouvel esprit, c'est plus, on ne peut plus parler des relations Nord-Sud comme on en parlait, même peut-être seulement il y a une dizaine d'années. Et c'était une sorte de sentiment de responsabilité envers les visages que Géraldine avait côtoyés. Hein. Et voilà, un besoin de repenser, un nouveau chemin de réflexion, nouveau entre guillemets, parce qu'il y avait déjà les germes à ce moment-là, mais c'est surtout... on peut poser la question du nouveau parce qu'on a l'impression que les choses n'ont pas suffisamment changé. Donc aujourd'hui, et je vois que j'ai dépassé les 5 minutes promises, l'idée c'est de repenser la question de la RSE dans le cadre des relations Nord-Sud, à l'aune des nouvelles théories, du nouvel activisme, des nouvelles situations géopolitiques entre le Nord et le Sud, pour repenser la RSE à partir d'un cas. Et le cas que Géraldine avait pris dans la thèse est particulièrement intéressant pour plein de raisons, mais dont une raison, c'est qu'au Nord, il était vraiment récompensé, considéré comme exemplaire. Comme voilà ce qu'il faut faire. Hein, et c'est cette question-là c'est ce qu'on va questionner aujourd'hui. Géraldine, à toi. Alors, je vais essayer de vous décrire ce cas succinctement et quand même clairement pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, c'est un cas de solidarité numérique qui s'inscrit donc dans la RSE d'une entreprise du CAC 40, AXA, qui a décidé de donner des ordinateurs au Sénégal pour équiper les écoles primaires et permettre aux plus jeunes Sénégalais d'être inclus dans le monde de l'informatique dès le plus jeune âge. Ce cas est en fait se concrétise par un partenariat tripartite entre AXA, Besançon et Sénégal. La ville de Besançon joue un rôle par l'intermédiaire de son association Besançon médiateur en fait entre le don d'ordinateurs. Il les reconditionne avant de les envoyer au Sénégal. Donc, comme le disait Jean-Luc, quand on est en France et qu'on étudie ce cas, il est effectivement totalement exemplaire. Là, je vous ai sorti quelques extraits du rapport d'activité d'AXA qui met en valeur donc, son action sociale auprès des écoliers. Donc, vous voyez les belles images, les photos. Et donc, j'ai aussi pris quelques extraits du reporting environnemental qui met aussi en avant le fait que ce don d'ordinateur participe au développement durable dans le sens où c'est une manière de retraiter les déchets selon les principes de développement durable. Donc, ils affichent quand même que 30 000 tonnes de DEE sont retraitées convenablement. Donc ça, on est en 2006. Hein. Là, du côté de Besançon, on peut voir aussi, donc il y a plusieurs communiqués de presse qui mettent en avant le partenariat. Il y a le site internet de la ville qui montre les récompenses obtenues de 2007 et en 2009. Donc un e-award par la Commission européenne dans la catégorie des services publics pour l'inclusion et pour plus de cohésion, et aussi un trophée CIO en 2009 pour son action de réduction de la fracture numérique et pour la planète. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, quand moi, je
je vais avec mes professeurs qui m'ont encadré de A à Z au Sénégal, j'y vais avec un œil tout à fait pas curieux, mais je m'attends à aller voir un projet réussi. Donc, j'ai fait ce terrain de recherche en 2 phases au Sénégal. J'ai été une première fois en 2009 avec une approche très exploratoire. Hein. J'ai essayé de rencontrer le plus de monde possible, tous les acteurs de cette action de solidarité numérique. Et j'ai été, dans un second temps, récupérer les données qui me manquaient après un retour en France. Donc, la méthode de recherche était basée beaucoup sur des entretiens semi-directifs, des observations. Je tenais un journal et prenais beaucoup de photos. Voilà. Et puis, évidemment, je consultais la presse. J'ai récupéré tous les discours officiels possibles sur place, qui ne sont pas non plus les mêmes que ceux qu'on peut récupérer depuis la France. Là, j'ai essayé de vous retracer un peu l'itinéraire des ordinateurs. Comme je vous le disais, en arrivant, je n'étais pas forcément prête à aller dans la décharge. Hein, c'est-à-dire que moi, j'allais voir surtout la Sénéclic, donc l'agence gouvernementale qui a été faite sur le modèle de Besançon Click. D'ailleurs, on peut noter quand même qu'on parle d'une agence gouvernementale alors que Besançon Click est une association d'une commune de France. Et la Sénéclic qui a créé le CHAT tel qu'à Besançon, donc un centre d'handicapés au travail qui donc emploie des personnes handicapées pour reconditionner les ordinateurs avant installation dans les écoles primaires. Là, j'ai mis une flèche qui va directement jusqu'à la décharge parce que nous allons voir, il y a certains envois qui ne peuvent pas passer par les écoles primaires, justement dans la décharge. Donc, la première chose, on a sélectionné quelques moments forts de ce terrain pour illustrer dans cette présentation comment s'est passée la découverte en fait, du décalage entre le discours parfait et la réalité. Donc, j'ai rencontré Monsieur Gassama, qui était chef de projet à la Sénéclic, donc l'agence gouvernementale de lutte contre le numérique, qui, pendant tout l'entretien qui a duré assez longtemps, m'expliquait un peu le discours parfait, me disant à quel point ce projet était formidable. Et donc, je lui posais toutes mes questions. J'étais accompagnée d'une personne de l'ONG ENDA, qui était l'ONG qui m'accompagnait depuis le départ. Et au moment où je lui posais des questions donc, à ce chef de projet sur l'éligibilité, quels étaient les critères d'éligibilité pour équiper les écoles primaires, qui disaient que c'était une salle vide, etc., qu'il fallait pas mal de conditions, mais que la Sénéclic s'occupait de tout. Elle repeignait les salles, elle installait les grillages, elle sécurisait la salle, elle payait l'abonnement Internet, etc. Et à un moment, mon accompagnateur a coupé la parole de ce chef de projet en disant « Non, mais il y en a vraiment qui prennent l'Afrique pour une poubelle avec un ton pas possible », ce qui a mis très mal à l'aise mon interlocuteur, qui lui m'expliquait que c'était parfait, et qui a essayé de balbutier un petit peu qu'au début, ils acceptaient tout type d'ordinateur, mais que maintenant, ils n'acceptent plus que les Pentium 4 parce que les autres sont dépassés, que ce n'est pas forcément des mauvais arrivages, mais que parfois, c'est un peu vieux et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et puis là-dessus, il coupe court un petit peu à cet entretien en me proposant d'aller visiter le CHAT, donc le centre d'handicapés au travail, ce que j'accepte fait. Donc, on part avec son chauffeur et on va dans ce centre d'handicapés au travail. On entre dans une salle préfabriquée où il y a à peu près 10 techniciens dans le noir. Alors, c'est pour ça que la première photo est un peu sombre. C'est qu'en fait, quand j'arrive, il y a 10 personnes avec quelques écrans allumés dans le noir. Donc, le monsieur Gassama commence à râler en disant « Il faut ouvrir les volets, vous allez avoir des problèmes de santé, mais qu'est-ce que c'est que ça c'est pas possible, il faut que ça s'aère, il faut enlever la poussière, enfin bon. » Donc, il y a un petit malaise au début, ça fait un peu bizarre. Et puis, bon, moi, pour briser la glace, je fais le tour d'un peu tout le monde. Je serre la main, tout le monde m'accueille chaleureusement. Une des personnes employées tombe de sa chaise en me serrant la main. Donc, je essaie de le rattraper, on le remet sur... Donc, effectivement, toutes ces personnes-là sont des personnes handicapées moteurs. Pour faire de l'informatique, ça ne pose pas particulièrement... Enfin, je veux dire, c'est bien adapté. Je propose de poser. Donc, j'ai des sensations, en fait, au fur et à mesure, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Les gens sont habitués à poser, à faire des photos. On aperçoit effectivement, c'est pour ça que je vous ai choisi cette image au milieu, le panneau de l'inauguration du chat qui a eu lieu en 2006 et qui est au fond de la salle pour les photos, justement, enfin, quelque part, ça. Et puis, une personne qui se déplace, mais difficilement parce qu'il est aussi handicapé, me montre la salle de stockage qui est juste à côté. Et c'est là que je réalise qu'en fait, il y a des marches un peu partout. Il y a une marche pour rentrer dans cette première pièce où j'étais, une autre marche pour aller dans la salle de stockage. Donc finalement, c'est pas encore, c'est-à-dire que les pièces ne sont pas encore très adaptées à ces personnes finalement il aurait suffi de mettre une rampe. Enfin bon. Et dans cette salle de stockage, je vois des piles d'ordinateurs, alors certains emballés,
claviers, d'autres dégringolants, des mélanges de claviers et de souris, enfin de tout. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un moment où effectivement, on sent bien que des choses sont faites, mais tout n'a pas été pensé depuis le départ. J'ai eu l'occasion, alors avant de parler de l'école, peut-être de re-rencontrer un des techniciens donc, du Centre d'handicapés au travail lors de mon 2e séjour au Forum social mondial qui avait lieu à Dakar, au stand Sénéclic. Et là, il n'y avait pas d'hierarchie pour contrôler le discours. Donc, j'ai pu discuter longuement et enregistrer, évidemment. Qui, après m'avoir dit effectivement qu'il avait une chance formidable d'être employé comme fonctionnaire avec son handicap. Au Sénégal, c'est encore peut-être plus difficile qu'ailleurs d'avoir un travail de fonctionnaire, en tout cas régulier, des problèmes de santé. Et m'explique tous les problèmes qu'il rencontre chaque matin pour se rendre au travail. Il est obligé de prendre donc, le bus qui est bondé le matin. Et donc, il va jusqu'à m'expliquer qu'il le prend pratiquement tous les jours debout alors qu'il ne tient pas debout. Donc, que c'est compliqué, que pour se nourrir entre midi et 2, il n'y a pas de cantine, pas de petites choses faciles d'accès. Voilà. Donc, et il me reparle aussi des arrivages. Alors, il ne peut pas me dire que ça vient d'AXA spécialement, puisqu'ils reçoivent d'autres arrivages, mais d'ordinateurs extrêmement dépassés, beaucoup d'ordinateurs qui ne peuvent pas être de dons. Donc là, j'ai choisi un autre moment qui était la visite d'une école primaire équipée. Alors, j'ai effectivement pu en voir une dans un quartier plus huppé avec des enfants pas en djellaba, non, avec une école plutôt chic et plutôt aisée, on va dire. Avec des uniformes. Et j'ai été par mes propres moyens visiter une école dans un quartier près de là où j'habite, résidais. Et pour tout vous dire, je suis passée au moins 3 fois devant l'école avant de reconnaître exactement que l'école était là, parce que je ne reconnaissais pas visuellement. C'était pas comme ça que je m'imaginais une école. Donc, il y avait effectivement du linge dans la cour de récréation. Il y avait effectivement des petites choses, des petits aménagements qui faisaient penser à une école, mais une fois qu'on montrait dedans, il n'y avait pas d'enfants. Et j'ai pu voir un gardien qui a bien accepté de m'ouvrir la salle d'ordinateur quand je lui ai expliqué ce que je faisais, donc qui était complètement grillagé, sécurisé. Je lui ai montré une photo là, de la pièce où effectivement les ordinateurs sont sous bâche, il manque énormément de chaises, il y a beaucoup de poussière sur les bâches et en fait au fur et à mesure de la discussion, il m'explique que l'ordinateur principal est en panne et qu'ils attendent le dépannage de la semaine. J'ai pu y retourner, rencontrer la directrice de l'école qui m'expliquait qu'elle ne savait pas utiliser d'ordinateur, mais que de toute façon la salle était très peu utilisée parce qu'ils n'avaient pas les moyens de séparer les groupes de classe en 2 et de surveiller à la fois ceux qui jouaient dans la cour et de donner un cours d'informatique. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Je n'ai pas été visiter toutes les écoles primaires équipées, mais c'est pour dire que là j'étais partie vraiment sur le contraste, l'école modèle et puis l'école où apparemment il n'y avait pas vraiment d'école. Et on a choisi aussi de vous montrer donc, le centre social Bokdiom qui est situé dans la décharge d'Embebus, qui est censé donc de fournir des formations pour aider à la conversion professionnelle, si on peut dire, des formations payantes d'ailleurs, mais qui sert en fait principalement de centre de santé à ces personnes qui travaillent dans la décharge. Et donc là, j'ai montré une photo de la pharmacie, de la salle de soins avec la possibilité de faire des perfusions, l'eau du puits qui est donc là montée en eau l'ensemble du centre, prendre l'eau contaminée par la décharge. Et là, juste la dernière photo, c'est le registre en fait des pathologies recensées année par année à la main. Donc, il y a différents types de pathologies. Là, on ne peut pas lire, mais en fait, les plus importantes pathologies recensées sont le paludisme et les affections respiratoires. Et ce qui est très marquant aussi, c'est qu'il y a une majorité d'enfants qui sont recensés comme très malades. Le docteur que j'ai rencontré m'explique que lui, de toute façon, il donne des ordinateurs. Si on vient le voir, il donne des ordinateurs. Il donne des médicaments. Quoi qu'il arrive, voilà, il soigne comme il peut. C'est très peu de personnes qui vont jusqu'à ce centre social parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui vivent, travaillent dans la décharge et ne vont pas forcément jusqu'à ce centre social. Là, j'ai choisi quelques photos plutôt que de faire un diaporama de toute la visite de la décharge qui sont un peu caricaturales, mais c'est pour montrer en fait en parlant de la lecture, donc qu'il y a des sources d'eau dans la décharge, il y a des animaux, des champs d'agriculture, des habitations. Là, c'est une photo d'un récupérateur électronicien dans la décharge. Et la dernière, c'est pour montrer les feux intempestifs qui naissent de ci, de là dans cette décharge. Je voudrais juste insister sur le fait que quand j'ai fait cette visite, ça a été
physiquement hyper difficile. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais en fait, il fait une chaleur dingue. Il y a une odeur de fumée, enfin, c'est vraiment très difficilement respirable. On marche dans les déchets, on manque de se tordre les chevilles. Enfin, voilà, en plus, il y a une ambiance un peu très, comment dire, moi j'étais quand même la seule blanche dans les environs, avec un appareil photo que mon accompagnateur m'a dit de ranger. Les gens ne veulent pas qu'on les prenne en photo parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse les reconnaître. Ils sont pas forcément, ils ont pas forcément dit à tout le monde qui vivait là et qui faisait ça aujourd'hui. Et donc, j'ai mis quelques jours à me remettre physiquement de cette chaleur, de cette transpiration, j'avais des mouches dans mon chignon, j'avais du noir dans mon nez, enfin bon, vraiment, et je n'ai passé qu'une heure et demie. Il y a des gens et des enfants qui vivent dedans. Ce que je dis, ça paraît banal, mais j'insiste quand même puisque je témoigne, et psychologiquement aussi, parce que finalement, c'est quand même un no man's land. Et c'est vrai qu'entre voir des photos même de Yann Arthus Bertrand et y aller, il y a une énorme différence, évidemment. Je repasse la parole à Jean-Luc. Merci, oui, alors voilà, je pense que vous avez senti un peu ce dont Géraldine voulait témoigner. On a un cas qui est jugé exemplaire. Voilà ce qu'on devrait faire. Et là, elle va sur place, elle regarde, et puis un cas qui est censé réduire la fracture numérique. Il n'est pas sûr qu'il y ait vraiment des cours d'informatique, il y a moins de sensibilisation. Il y a des ordinateurs qui transitent, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a vraiment un effet sur la réduction de fracture numérique? On peut avoir un très gros point d'interrogation. Si quelque chose qui se veut social, le volet social, en particulier avec les handicapés au travail, mais d'une manière générale, on peut vraiment remettre en cause l'apport que ça peut avoir. Ça se veut environnemental, réduire, alors que c'est tout le contraire. Et je crois qu'il faut lire les 15 pages peut-être de Géraldine, donc elle décrit son expérience dans la décharge pour comprendre qu'on est dans un lieu, je vais dire, un lieu d'enfer, un lieu vraiment insupportable, et où beaucoup de choses, justement beaucoup des déchets qui sont là, eh bien, ce sont des restes, en particulier informatiques, qui viennent du Nord et qui se retrouvent là, et, je vais dire scandaleusement là, avec le lot de maladies, comme a pu le signaler, avec le lot de conditions absolument insupportables, et en rappelant quand même, bien entendu, les normes internationales qui interdisent de se débarrasser de ces déchets, sauf cas très particuliers. Donc voilà, simplement, quand on regarde de plus près, waouh, on peut déjà le questionner, et en plus, on a l'impression que déjà, il suffirait de pas grand-chose pour déjà que ça se passe déjà beaucoup mieux, hein, mais que il y a quelque chose quand même qui heurte et qui. Donc on va maintenant proposer de regarder ça avec des théories, d'autres théories, hein, mais déjà ce qu'on voudrait dire, il nous semble que comment ça se fait que dans tout ce qu'on pouvait voir, comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un seul récit, hein. On utilise là le concept de framing, de cadrage de Butler, qui montre que dans les médias, mais ce serait aussi le cas pour les rapports, eh bien, il y a une manière de voir qui cadre un vocabulaire. Il peut se passer tout, on va le voir à travers ce même cadre qui oriente la pensée. Et dans ce cadrage, eh bien, il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des acteurs qui sont plus importants que d'autres. Il y a des choses qui ont des valeurs qui l'ont pas et qui sont déterminées par ce cadre. Et on peut se demander, finalement, le RSE, c'est une manière de raconter l'histoire. Mais cette manière de raconter l'histoire, elle forme un récit, c'est-à-dire qui est vraiment cadré, qui a un début, un milieu, une fin, etc. Mais pourquoi celui-là, pourquoi on y tient tant? Et pourquoi on s'y tient tant? C'est-à-dire pourquoi on refuse finalement qu'il puisse y avoir d'autres récits? Je vais passer très très vite juste pour noter. Si on regarde que le récit de RSE, on oublie tout ce qui s'est passé avant l'envoi d'ordinateur. Déjà que AXA s'en est largement servi, il faut ça, mais surtout que tout le passé est bien entendu colonial. Puis surtout, le récit s'arrête au moment où les ordinateurs ils arrivent à l'école, alors que c'est là où ça devrait commencer, l'action de responsabilité numérique. Et on veut pas, c'est pas inclus dans le récit. Et on voit que peut-être que c'est une conséquence que ce ne soit pas inclus dans le récit, eh bien on voit que ce n'est pas du tout géré, que c'est pas du tout, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de mesure. Est-ce que les enfants apprennent véritablement, sont sensibilisés au numérique? Voilà. Donc, et surtout, on oublie la décharge, on oublie tous les problèmes environnementaux qui sont liés. Quelle est l'intrigue? C'est est-ce qu'on va envoyer des ordinateurs? C'est pas du tout. Est-ce qu'on réduit? Enfin, on prétend que c'est pour réduire la fracture numérique, mais c'est pas ce qu'on regarde. Quels sont les personnages qui sont importants? Il y a AXA,
Alors, on n'a pas tous les détails, mais il y a Besançon qui s'occupait de tout ça. Peut-être un ou deux personnages locaux, mais à peine. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toute l'agence, au sens de agency, tout le pouvoir d'agir, c'est au nord. L'histoire est racontée, AXA donne des ordinateurs. Et par conséquent, eh bien, il va y avoir des jeunes enfants qui vont en bénéficier, etc. Mais tous ceux qui font l'action, tous ceux qui sont alors, les personnages et ceux qui agissent, c'est tous des gens du Nord. Et ce n'est pas tout. Ceux qui parlent, ceux qui ont le droit de parler, ceux qui savent ce qu'il faut dire, hein, ils vont le parler, c'est encore les gens du Nord qui sont là, qui vont le parler selon un vocabulaire, un framing, pour regarder l'expression qui est tout à fait déjà donnée. Et puis on peut s'interroger finalement à qui s'adresse, je n'ai pas dit les ordinateurs, ça on peut encore le penser, mais à qui s'adresse ce discours. Eh bien, on a l'impression qu'il s'adresse encore avant tout aux gens du Nord, si ce n'est même pas simplement la finance du Nord. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est complètement fermé dans un contexte de relations Nord-Sud et sans voir justement ni les effets du projet, est-ce que c'est effectivement ou non, ni les effets du discours, du récit sur les personnes. Quand on dénie absolument toute agency, quand on va le voir, quand on les caricature et qu'on on leur donne simplement le rôle de victime qui doit remercier le Nord, est-ce que c'est la façon de... c'est un récit. Voilà un peu le... Et solidaire. Voilà, et solidaire. Alors, simplement, petit indice, là, on a repris, il y avait 2-3 articles dans Le Monde, là, où justement, AXA, alors, on a eu 2 fois, alors que les choses solidarité numérique, là, c'était des colonnes entières, là, il y a eu quand même un journaliste, Le Monde, là, qui nous dit, mais il faudrait peut-être aussi, il y a peut-être un devoir d'histoire hein, et la responsabilité des entreprises. Là, le terme est vraiment utilisé, parce que ça n'inclut pas dans la responsabilité des entreprises, et où ici, justement, AXA, entre parenthèses, et aussi la Banque de France. Donc, des entreprises, alors AXA, c'est né d'un ensemble de rachats, rachats. Mais dans ces entreprises qui ont été rachetées, il y a quand même aussi une sorte de choses qui venaient eh bien, de l'opulence, de la colonisation. Et donc, pourquoi nous, à partir de là, donc ça un peu nous interpelle, hein, responsabilité, attention, regardons un petit peu tout ça. Et donc, pourquoi les théories postcoloniales? Nous, on va s'en servir à la fois comme une manière justement d'avoir un autre discours pour sortir du cadre, de manière un peu épistémologique, capable de penser en dehors de ça, parce qu'on est tout cadré, câblé, comme ça. C'est extrêmement difficile de sortir de ça. Ça va nous permettre également de penser, parce que les questions politiques, hein, de domination, de différentiel, de pouvoir, surtout la question des voix, hein, qui est écoutée ou non. Et en même temps, eh bien, c'est pour ouvrir la question, pas simplement de l'efficacité, mais à la question de l'éthique. Hein, on parle de respect. Je vais être obligé de faire bref parce que je vois que le temps est passé. On s'était promis de laisser la place à du dialogue. Donc, je vais pas tout prendre, je vais en prendre quelques-uns. Parce que j'ai 2 transparents où on va aligner. Parce que il y a énormément d'auteurs, ils sont assez peu connus. C'est ça qui est un peu rageant aussi, mais qui peut vous aider à penser. Allons très vite. Premièrement, d'abord, on a une entreprise qui montre comment elle est héroïque, comment elle est formidable, comment elle sauve la planète, etc. Mais qu'est-ce que fait? Elle envoie quelques ordinateurs usagés dont elle ne se sert pas et dont elle va se débarrasser. Hein. Et alors ça, c'est héroïque. Par contre, on oublie tout le reste. Et donc ça, c'est Gloria Wekker, qui est aux Pays-Bas, mais ce serait tout à fait applicable en France, qui insiste bien, elle appelle ça l'innocence blanche, hein, où on va justement se vanter de faire des tas de choses positives, on est des gens extraordinaires, tout ça, et surtout d'oublier d'où vient ce pouvoir qu'on peut avoir, d'où vient la richesse, d'où vient justement cette domination. Ça, surtout ne pas voir, tout le monde est gentil, tout le monde va essayer de faire le mieux les uns pour les autres pour essayer de dissimuler absolument toutes les dissymétries, tout ça. Et puis en fait, derrière, ça maintient le pouvoir d'une élite, puisque l'élite, il ne faut pas la questionner, elle est tellement généreuse d'envoyer des ordinateurs, plutôt que le mettre à la poubelle, elle les envoie. Bien, bravo. Voilà. Et deuxièmement, tout ce récit-là, un peu héroïque, comment ça se fait que d'où il tire sa crédibilité? On pourrait dire, Edouard Saïd nous explique en fait que nous, on ne parle pas de l'Afrique le plus souvent, l'Afrique ou l'Orient, ou le Sud global. On parle
on part d'une image de l'Afrique. D'une image, alors d'abord, c'est l'Afrique unifiée, on n'a qu'une Afrique, on le voit très bien avec carte postale, etc. Mais c'est une image qui a été construite par le Nord, par l'Occident. On va regarder les termes de Saïd, qui a été construit pendant 150 ans, 200 ans, avec une iconographie, avec des histoires, avec l'Africain qui est ceci, qui est cela. Mais Saïd nous dit, mais l'oriental ne se reconnaîtra absolument pas dans son histoire, et ça crée justement des tas de difficultés d'identité, hein, parce que quand on est splitté là entre deux. Donc, et là, ce que a bien montré Géraldine, c'est que on peut partir, et elle est sans doute partie en grande partie avec ce cadre, mais quand on est confronté, et c'est difficile hein, de faire bouger ça, mais petit à petit, il y avait tout un ensemble d'indices qui fait que waouh, ces certitudes, paf, ça vacille. Ces certitudes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un seul coup, le cadre hein, ne tient plus, de certitude ne tiennent plus. Alors, deuxième axe, à partir de, j'en saute quelques-uns, mais c'est aucune importance, il y en aurait beaucoup plus, c'est ça que simplement je veux dire. Comment ça se fait on dise voilà ce qu'il faut faire pour le Sud et c'est bien. On se rend pas alors ça c'est insupportable pour les gens du Sud, ce côté patriarcal, impérialiste et surtout supérieur. Le papa c'est mieux que les autres, etc. Le Nord c'est ce qui est bon. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle d'injustice épistémique, c'est-à-dire qu'il y a un type de savoir scientifique, une certaine manière de parler, certains concepts qui eux sont sérieux, qui sont forts, qui sont à écouter, et puis d'autres qui seraient plutôt la manière des gens du Sud de présenter, de parler, de penser, d'argumenter. Ah, ça, c'est moins bien, ou c'est un peu folklorique, c'est intéressant, mais c'est simplement des notes de bas de page. D'où un besoin un peu de... C'est pour ça qu'il y avait les appels à décoloniser. Enfin, pour aller vite, malheureusement, je vois que le temps passe. Hein, on se dit qu'on est responsable. Mais en fait, est-ce qu'on répond à l'autre ? Entre responsabilité et réponse. Hein. On répond plutôt à une image qu'on a forgée de l'autre, hein, qu'on se fait de l'autre, et est-ce qu'on l'écoute? Non, on répond à la voix qu'on lui prête, mais sans écouter sa voix, sans qu'il ait de voix. Hein, je crois que alors je vais continuer quand même rapidement, parce que justement, il y a un grand problème de voix. On n'écoute pas, hein. On subalternise d'une certaine manière. Si on prend l'ex-Bac, les subalternes à l'origine, hein, ses recherches à elle, c'était les veuves, femmes indiennes qui même si elles parlent pas, elles font du bruit avec la bouche, c'est tout, mais c'est pas sérieux, c'est pas intéressant, c'est pas légitime. Voilà. Donc même s'il y a d'autres voix qui viennent du Sud, qui vous disent mais il y a aussi autre chose, et puis ça va pas. Non, ça n'a pas de... parce que ce que nous dit Chimamanda Ngozi Adichie, elle appelle ça l'histoire unique. On a dit, l'Afrique, c'est ça. Il y a une sorte d'histoire qu'on se raconte entre nous et qu'on répète, qu'on voit dans les contes, etc. Mais c'est pas que c'est une manière de parler. Et pourquoi pas, on pourrait, et il y a des choses de vérité, mais c'est que ça devient l'histoire unique. Les Africains, ce n'est que ça, ce n'est que le besoin de développement, etc. Si je reprends là, elle me rappelle le pouvoir de raconter l'histoire unique, c'est être capable non seulement de raconter l'histoire d'une autre personne, donc déjà c'est nous qui racontons l'histoire, mais d'en faire l'histoire définitive. C'est ça qui est le problème. Bon, je ne vais pas avoir le temps de parler des lieux de parole, mais en fait, ce serait intéressant aussi de poser la question de la solidarité avec les concepts du Sud. Je ne vais pas rentrer encore dans tous les détails, et simplement j'avais noté, là, c'est Sarr qui nous dit, voilà, nous, en Afrique, on a des concepts de dignité, d'hospitalité, je n'ose pas les prononcer en africain, hein, de pudeur, de scrupule, de sens de l'honneur, d'engagement vers la communauté. Encore une fois, il y a les termes qui correspondent, qui permettent de penser toutes ces questions-là. Est-ce que même on les a entendus? Est-ce que simplement ces termes... Bon, 44, oui, c'était l'heure à laquelle on avait dit qu'on terminait. Donc, je vais simplement ajouter très vite, allez, je vais prendre 5 minutes, mais maximum. Ah oui, surtout que tu vas rajouter une chose. Donc, je vais prendre 4 minutes. Conclusion partielle, c'est qu'on sent que la RSE, dans ce cas-là, c'est une manière de raconter, mais une manière, le problème, c'est qui enferme dans un cadre. Et le problème, c'est que cette manière de parler, on peut dire que c'est un récit néocolonial, on pourra discuter les termes. Hein. Et donc, il nous semble que pour réaliser, c'est pas dire la RSE, c'est pas bien. Mais si on voulait vraiment réaliser le projet de la RSE, le projet d'une responsabilité, il faut faire casser ça parce qu'il y a besoin d'une ouverture.
d'une ouverture à l'autre, à l'étranger, une ouverture également à l'événement, à ce qui se passe. L'événement, on pourrait montrer que la RSE peut peut-être avoir fermé par rapport à tout ce qui s'est passé là, avec le virus, etc. En tout cas, une ouverture au visage, aux autres voix, aux autres conceptions de la RSE. Ce serait ça notre... Et donc, implication. Pour aller très très vite, malheureusement, je crois qu'il y a 3 voies complémentaires, 3 types d'approches essentielles à inclure dans les RSE lorsque les relations Nord sont prises en compte. Pour aller très vite, on pourrait dire qu'il y a le discours plutôt la stratégie postcoloniale, ce qu'on appelle postcolonialisme, qui est plutôt une réflexion, souvent avec les concepts d'ailleurs toujours de l'Occident, à travers les concepts du Nord, mais que de déconstruction du concept, de se demander, mais alors ce que l'on croit, nos piliers, eh bien en fait, ça ne tient pas. C'est un peu ce qu'on a fait là en grande partie, et c'est un peu la voie de ce que peuvent faire plutôt les gens du Nord. Donc, critiquer notre manière de penser. Deuxième approche qui est plutôt, on pourrait aller très vite dans la notion de créolisation, c'est-à-dire de faire qu'il n'y ait pas simplement une culture qui impose impérialisme, ça mène plus, qui se respecte et qui sont prêtes à s'assembler, à inventer, à faire quelque chose qui va se créer ensemble et d'inattendu, qui ne pourrait rentrer, qui ne pourrait se passer. Alors, c'est un peu la stratégie de l'hybridation, là, dont on parle Baba, mais je pense que là, tout ce qui est pensé du niveau là, des Antilles, etc., peut nous faire penser la rencontre des cultures. Et puis alors, je crois que nous, on ne veut pas l'entendre, nous. Mais je crois que c'est absolument indispensable aussi de savoir et de promouvoir le fait qu'il y ait tout un mouvement décolonial. Donc, le mouvement décolonial, ce serait de penser ces questions à partir, d'abord, pas seulement avec, mais à partir des concepts du Sud et en grande partie, au moins avec, mais c'est plutôt par les gens du Sud et qui viennent penser également, donc une sorte de décolonisation par rapport à tous ces cadres. Donc, j'ai promis de ne pas, je voulais simplement dire effectivement que là, ces 3 stratégies ont été utilisées, hein, donc créoliser, on pourrait parler, et en particulier, là, pour le décoloniser, on se placerait volontiers dans l'ouvrage de Ferdinand, là, pour une écologie décoloniale, parce qu'il nous montre qu'en fait, ça permettrait de penser la fracture numérique, hein, à l'intérieur de 2 fractures peut-être plus fondamentales que lui appelle la fracture coloniale et la fracture environnementale. Et là, on va laisser ça pour le débat, après qu'on y revienne dessus. Géraldine, le mot de conclusion, si on veut ne pas... Oui, alors bon, pour dire qu'effectivement, si on sort du cadre de la RSE, chose de ce que voir d'autres moments, d'autres récits, avec d'autres points, enfin, d'autres angles d'approche. Un exemple ou deux, quelque chose par exemple aussi que je n'ai pas dit, c'est qu'on parle de dons d'ordinateurs, mais c'est la Sénélec quand même qui paye le dédouanement de ces ordinateurs et qui en fait traite les déchets ensuite, enfin en tout cas pâtit du traitement des déchets. Hein. J'ai aussi envie, puisque quand même l'idée de toutes ces choses, c'est que de toutes ces présentations qu'on fait régulièrement, c'est quand même aussi l'écriture d'un livre blanc. Donc, quelque part, d'un point de vue très concret et opérationnel, si on devait dire quelque chose dans ce livre blanc aussi, c'est peut-être de retravailler tout ce système d'écotaxe, qui est quand même une taxe qu'on paye au moment de l'achat d'un ordinateur pour retraiter le déchet au final. Et cette écotaxe reste dans les pays où on achète l'ordinateur. Dans les douanes, par exemple, au Sénégal, ne font pas de distinction entre matériel neuf et matériel d'occasion, chose qui avait été faite à l'époque pour les voitures. Pourquoi ne pas faire ça aussi et puis récupérer une partie de l'écotaxe, soit pour envoyer les déchets vers des infrastructures qui sont capables de les traiter ou de créer des infrastructures locales. Enfin bon, ça c'est du concret, mais quelque part, il faut quand même qu'on n'en reste pas là. C'est vrai que c'est quand même très étonnant 10 ans après que les choses ne bougent pas ou si peu, et alors que tout le monde... La différence avec il y a 10 ans, c'est que tout le monde est au courant. Beaucoup de gens savent ça, et on parle de numérique responsable, mais rien ne bouge, rien ne bouge, pas assez en tout cas. Et j'aimerais beaucoup, mais après, je vais voir si je financement, retourner en fait au Sénégal pour voir un petit peu plus précisément comment ça se passe aujourd'hui et quelles sont les problématiques, comment les gens sur place voient les choses. Voilà, donc peut-être que cette présentation, on sent qu'on n'est pas allé tout au bout de ce qu'on voulait présenter. Mais il y a certainement peut-être un mélange de colère et puis de honte parfois quand on entend certains discours de RSE qui manquent, s'auto-glorifiant sans voir un peu le contexte. Donc c'est un appel
à tenir compte de ce contexte aujourd'hui global, de cette interpellation par tous ces discours postcoloniaux et pour penser la question de la RSE, j'allais dire, d'une manière un peu plus consciente de ce qu'il y a autour, de l'ouvrir sur son contexte. Il y a un appel peut-être, avant de se glorifier, de faire de la RSE, de déconstruire, de véritablement voir, et puis d'être dans une optique d'apprendre plutôt qu'être on sait et on est les experts, être plutôt dans une approche essayons d'apprendre, de tester, de tenter, de s'écouter avant tout. De nous avoir suivis. Voilà. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. À la prochaine. Merci Jemima. Bon après-midi.